Et voilà, depuis l'âge de 7 ans, j'embêtais mes parents parce que je voulais absolument venir à Montségur, sans savoir pourquoi. Et maintenant, j'habite tout près de Montségur. Vous voyez, dans la vie, les choses arrivent comme ça. On ne maîtrise pas grand-chose en fait dans la vie. C'est comme ça, c'est le destin. Donc je suis médecin anesthésiste réanimateur et j'ai la particularité de penser que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. Alors ça peut sembler un petit peu extraordinaire. Quand on est médecin anesthésiste, dire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, c'est quelque chose d'incroyable. Et de difficile aussi à faire passer. Alors j'ai essayé de réfléchir pour savoir comment je pourrais faire passer ce message à mes contemporains de la façon la plus douce possible. J'ai pensé d'abord écrire des romans, ces romans médicaux qui me sont presque venus comme ça, on en discutait tout à l'heure en off, en écriture inspirée, pas écriture automatique mais écriture inspirée. Et j'ai écrit des romans, Coma dépassé, Derrière la lumière et Éternelle jeunesse, qui sont des romans où le personnage central, si on peut dire, c'est la NDE, la Near Death Experience, les expériences de vie après la mort. On a vraiment l'impression que les gens qui ont vécu ça, et il y en a beaucoup, il y a 60 millions de personnes sur la planète qui ont vécu cette expérience formidable, 1,8 million en France, ce qui est loin d'être neutre, et on se dit que ces personnes-là, quand on les connaît, quand on les rencontre, on verra tout à l'heure, dans un instant, Jean Morzel, qui est un expérienceur, lui aussi, il a vécu ça. Expérienceur, c'est un néologisme, c'est Moody, le docteur Moody, Raymond Moody, qui a le premier mis en lumière ces NDE, donc c'est américain, et il dit comme ça, ce sont des expérienceurs. Et alors, donc ER, et nous, donc, on dit les expérienceurs EUR. Et Jean Morzel est un expérienceur. Et ce sont des êtres qui sont transformés par leurs expériences. Ils sont principalement attachés aux phénomènes interhumains, aux relations humaines. Ils ne s'intéressent pas du tout aux valeurs matérielles. Ils sont transformés par ces expériences. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant et j'ai essayé de communiquer ça avec le public. Alors, c'est difficile quand on est médecin, parce que les médecins sont quand même assez, disons, stéréotypés dans leur démarche, ils sont pragmatiques, etc. Ils ne sont pas du tout branchés sur tout ce qui est appris en dehors des bancs de la faculté. On a l'impression que à partir du moment où c'est appris en dehors des bancs de la faculté, eh bien, on a du mal quand même à expliquer cette logique des NDE. Donc, que dire ? La dissonance cognitive de Fiesenger, c'est un neuropsychiatre qui explique ça, il dit à partir du moment où on a un phénomène comme ça qui arrive dans la vie, qui vient bouleverser nos propres croyances, quand on a des témoignages qui arrivent et qui bouleversent nos propres certitudes sur la vie, sur le fonctionnement, eh bien on a tendance à rejeter ces phénomènes-là, à les mettre de côté, voire même, c'est ce qui est plus grave, à les nier. Donc les NDE est véritablement victime de cette dissonance cognitive. En septembre 2002, Olaf Blank, qui lui aussi est un médecin comme moi, qui est un neurochirurgien, fait pas une expérience, mais il travaille sur un cerveau, comme il fait d'habitude. Alors, il traite des foyers épileptogènes avec des électrodes qu'il enfonce dans le cerveau de façon très précise. Parce que le but de cette opération, c'est de détruire le moins de cerveau possible et en étant sûr de ne pas léser du tissu cérébral adjacent. Donc, il faut que la personne soit sous anesthésie locale et l'aiguille, comme ça, est enfoncée progressivement. Et il arrive donc dans une zone qui s'appelle le gyrus angulaire, qui est située au niveau du lobe temporal droit, un petit peu plus bas, presque au niveau du lobe pariétal. Il arrive au niveau de cette zone, il fait passer le courant. Et la patiente lui dit « Docteur, je suis au-dessus de vous, je vous vois très bien, vous et vos assistants. » Stupéfaction dans le bloc opératoire, ils arrêtent le courant et la personne dit « Je suis de nouveau dans mon corps, docteur. »
à 2 fois, ils reprennent l'expérience, et à 2 fois, la personne est comme ça, au-dessus d'eux, et décrit parfaitement ce qui se passe. Elle est au plafond pour être plus exacte. Donc on se dit, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant dans ces phénomènes de NDE, c'est que on a la quasi-certitude qu'à un moment donné, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça la conscience ou l'âme ou quelque chose comme ça, mais notre entité profonde quitte notre enveloppe corporelle, se retrouve dans une autre dimension et on dit, voilà, il y a l'enveloppe corporelle qui est en bas, elle ne nous appartient plus, c'est comme une enveloppe qui est inerte et on est ailleurs. Et ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même fantastique de savoir que on peut quitter comme ça notre corps. La décorporation, out-body experience, les fameuses out-body experience des anglo-saxons. Alors, il ne suffit pas d'être dans une NDE pour vivre ça. Il y a des expériences, on appelle ça des expériences transcendantes. Il y a les moines taoïstes qui arrivent à sortir de leur corps. Il y a d'autres produits comme la kétamine, qui est une drogue employée en anesthésie, qui permet d'avoir donc ces expériences de sortie de corps. Bon, évidemment, c'est des drogues, donc c'est employé notamment dans les rave parties. Ils appellent ça le Mr. Cat ou donc le Kit Kat. C'est une drogue, c'est quand même dangereux, ça il faut le dire, il ne faut pas du tout l'utiliser comme ça entre amis, etc. Il faut que ça soit fait sous contrôle médical. On utilise encore la kétamine en anesthésiologie et on a des sorties de corps comme ça qui sont décrites. Alors la NDE, ça a été Moody dans un premier temps qui a donc mis ça, comme on le disait il y a un instant, comme je le disais il y a un instant, en exergue en disant voilà, il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, lorsqu'elles sont proches de la mort, ça peut être des blessés, ça peut être des maladies graves qui occasionnent ces états, eh bien ils sortent donc de leur corps, ils ont l'impression une impression de bien-être absolu, une impression qui est ressentie comme quelque chose d'extraordinaire. Ils sont dans un état de sérénité totale. Ils comprennent qu'ils sont en train de mourir, mais ils n'ont pas peur. Et la mort ne leur fait pas peur. Ils sont plutôt curieux de savoir ce qui va leur arriver. Et ils voient donc le fameux tunnel. Tous les récits concordent, quelles que soient les religions, quelles que soient les philosophies ou les cultures. On voit bien que c'est chaque fois la même séquence événementielle qui arrive, et c'est ça qui est très fascinant dans tous ces témoignages d'expérienceurs. Donc ils sont dans ce fameux tunnel. Au bout de ce tunnel, il y a une lumière qui est perçue comme une lumière d'amour, et ils pénètrent dans la lumière. Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils ont des expériences extraordinaires, des expériences d'une autre dimension. Ils sont dans une ambiance d'amour indicible, ils le ressentent comme ça, ils ont la connaissance absolue, ils ont des phénomènes télépathiques, ils ont aussi des phénomènes de rétrocognition, c'est-à-dire qu'ils voient leur vie défiler avec les moments essentiels de leur vie qui arrivent comme ça en avalanche, dans un temps très court. D'ailleurs, c'est intemporel, ils ne peuvent pas donner exactement la durée de cette expérience. Ils ont aussi quelquefois des phénomènes de précognition, c'est-à-dire ils vont deviner ce qui va leur arriver ensuite, par la suite, parce que évidemment les expérienceurs reviennent puisqu'ils racontent leurs expériences. Ils ont aussi des expériences de clairvoyance, de clairaudition, ils sont capables de voir et d'entendre ce qui se passe à côté, quelquefois même très très loin. J'ai eu comme ça une patiente qui était dans le coma et qui a pu décrire ce qui se passait dans la salle d'attente alors qu'elle était dans le coma. Ils ont des expériences, je l'ai dit, télépathiques dans les deux sens d'ailleurs. Je vous raconterai dans un instant ce qui m'est arrivé, moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur. Les expérienceurs devinent les pensées des gens qui les réaniment, ils devinent les pensées des chirurgiens qui les opèrent. Et il y a aussi un phénomène télépathique dans l'autre sens, puisque moi j'ai eu un phénomène télépathique avec 2 comateux, je vous raconterai dans un instant ce qui s'est passé. Et ensuite, lorsqu'ils sont dans cette lumière d'amour, et lorsqu'ils ont donc cette connaissance absolue et cet amour indicible, ils vont avoir quelquefois des rencontres avec des guides ou des gens qu'ils ont connus et qui sont décédés et qui vont leur dire non, c'est pas l'heure. Ils vont leur montrer une frontière, alors ça peut être un grillage, ça peut être un mur,
et on va leur dire voilà, et maintenant il faut revenir parce que c'est pas l'heure, il y a d'autres tâches comme ça qui attendent en bas et il faut réintégrer son corps pour recommencer à vivre une autre vie. Puisque on le voit bien, les expérienceurs vivent après une autre vie, ils ne sont plus du tout les mêmes après. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est le phénomène de décorporation. Et du point de vue médical, on a voulu expliquer la NDE. On a dit plusieurs explications, on a donné plusieurs explications, on a dit, ça y est, on a compris la NDE, ce que c'était. Il y a un phénomène psychiatrique qui joue, un phénomène mythomanique. Les gens sont des mythomanes. On imagine mal 60 millions de mythomanes sur la Terre qui expliquent tous la même chose. On voit mal comment ça peut coller avec la mythomanie. On a dit que ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui fait que dans la réalité, on est tout à fait normal, et puis d'un seul coup, comme ça, sur une chose bien particulière, on va avoir une déviance, on va être psychiatrique, et on va avoir un délire hallucinogène, un délire psychiatrique. Ça non plus, ça ne tient pas, parce que les schizophrènes veulent s'identifier justement dans un délire bien particulier. Ils n'ont jamais un discours qui va s'aligner sur un autre, ils vont être dans un délire paranoïaque la plupart du temps, mais ce n'est pas du tout de la schizophrénie. On a essayé de dire, ben, ce sont des épileptiques, et puis c'est une épilepsie bien particulière, la NDE, une épilepsie située dans la zone du lobe temporal droit, en fait encore cette fameuse zone du lobe temporal droit qui explique que ces gens qui ont donc comme ça des épilepsies de lobe temporal droit peuvent avoir des impressions de sortie de corps, etc. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisqu'on le verra dans un instant, ce n'est pas une hallucination. On a dit, donc, les phénomènes neurologiques. Les phénomènes neurologiques, ça peut être des phénomènes métaboliques, ça peut être des hypoxies, ça peut être des hypercapnies ou des hypocapnies. Donc un manque d'oxygène au cerveau occasionnerait ça. Il est vrai que quand on reprend l'historique des NDE, on s'aperçoit que 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des pharaons, eh bien, on voulait faire traverser comme ça la rivière des morts au pharaon qui allait suppléer le pharaon qui était décédé, et on l'enfermait dans le sarcophage avec donc la dépouille du pharaon auquel il allait succéder. Et là, il se passait probablement des hypoxies, parce que on voit bien que le pharaon, donc l'élu, racontait bien qu'il avait vu cette lumière, qu'il avait vu donc cette impression de bien-être extraordinaire. Il avait en fait vécu une NDE lui aussi. Et puis cette lumière apparaît dans les livres sacrés, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, le Nouveau Testament. On parle de cette fameuse lumière d'NDE. Donc on voit bien que bien avant Moody, la lumière et les NDE existaient. Cette impression de bien-être extraordinaire aussi. Donc pour en terminer avec les explications médicales des NDE, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'hypocapnie, le manque d'oxygène, l'excès de CO2, le manque d'oxygène qui est souvent couplé avec l'excès de CO2, ou même l'hypocapnie. Alors ça, ce sont les gens qui hyperventilent, et on voit ça notamment chez les apnéistes, les gens qui font des concours d'apnée, comme ça ils se mettent en hyperventilation, donc ils ont des hypocapnies, et ils ont décrit aussi des visions de tunnels et de lumière. Mais bon, ça ne suffit pas à expliquer la décorporation. On a vu les neurotransmetteurs, les récepteurs encéphalinergiques, les récepteurs endorphiniques du cerveau, donc qui sont stimulés par l'endorphine et par la kétamine, reproduisaient aussi donc des sorties de corps. Mais on a dit ce sont des hallucinations, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensaient sortir de leur corps mais qui ne sortaient pas. Or, on l'a vu, je vous l'ai dit il y a un instant avec l'expérience d'Olaf Blanc, ce ne sont pas des impressions, ce sont véritablement des sorties de corps qui sont constatées, puisque on ne peut pas avoir une hallucination et expliquer comment on peut dire la vérité sur ce qui se passe aux alentours et ce qui se passe quand on est au-dessus de son corps comme ça. Et dans un instant, vous verrez Jean Morzel. Jean Morzel, lui, a vécu une expérience extraordinaire qui vous expliquera, mais je vais être très 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 bref puisque ça sera développé par la suite. Jean Morzel vit sa NDE,
il sort de son corps, il traverse les murs du bloc opératoire et il vérifie donc les alentours du bloc opératoire avec notamment un parc à vélo. Et il se balade comme ça dans le bloc opératoire, et il va sous la table du bloc opératoire, il voit une étiquette où il y a marqué Cycle et Manufactures de France, une étiquette verte avec des inscriptions blanches. Et donc ça, il l'a vu pendant sa NDE, impossible pour lui, bien sûr, de le voir pendant qu'il était opéré, puisqu'il était endormi, et il vérifie ensuite, lorsque donc il revient à la vie, si on peut dire, oui, il revient à la vie, il devient un expérienceur, et il va vérifier la véracité de tout ça. Il va vérifier qu'il y a bien un parc à vélo, après le mur du bloc opératoire, il vérifie qu'il y a bien une étiquette verte avec des inscriptions blanches où il y a écrit Cycle et Manufactures de France. Donc ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Penser qu'il y a des décorporations qu'on peut sortir de son corps et donc pour aller vers ailleurs, vers un ailleurs, en tout cas qui fait plus peur quand on entend tout ça. Il y a dans les phénomènes de NDE ce qu'on appelle la rétrocognition, c'est-à-dire vous avez le défilé de votre vie. Ça, c'est assez homogène dans les discours des expérienceurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle la précognition. Et ça, c'est beaucoup plus rare. On arrive à deviner ce qui va nous arriver après. Et là, j'ai une anecdote intéressante racontée par un médecin, par un cardiologue, pour ne pas le nommer, qui veut garder l'anonymat. Donc, il m'a envoyé un courrier très gentil. Je faisais une conférence à l'amphithéâtre de médecine à Toulouse. Et cette conférence était reliée par télémédecine à d'autres hôpitaux. Donc j'avais été très gentiment invité par le professeur Samy, qui est le professeur d'anesthésie et réanimation. Et on a eu des échanges comme ça, mais qui étaient furtifs. Les gens sont très réservés, vous savez, quand il s'agit de parler de l'après-vie, c'est quelque chose de très mystérieux. Et là, j'ai eu une lettre d'un cardiologue qui me dit, voilà ce que j'ai vécu, moi. Donc, il était sur un petit bateau pneumatique, il rejoignait le bateau de ses amis, ça se passait en Corse, la mer était assez formée, et il allait atteindre le bateau de ses amis. Au moment où il allait atteindre le bateau de ses amis, il y a une grosse vague comme ça qui le renverse, pourtant c'est un bon nageur, et il a été suffoqué, et il a manqué se noyer. Il a été aspiré par une spirale étincelante, il l'a décrit comme ça. Au fond de cette spirale étincelante, il y avait du bleu, il y avait des couleurs magnifiques, et au fond, il y avait une lumière très vive, mais pourtant qui ne faisait pas mal, une lumière chaleureuse, qu'il a ressentie comme une lumière d'amour. Et au fond de cette lumière, il y avait un visage banal, de beauté banale, mais qui dégageait un amour extraordinaire. Et ce cardiologue, donc, revient à lui sur le pont du bateau. Il est massé par ses copains, qui étaient bons nageurs et médecins. Donc, il avait fait une NDE. Et il n'a eu de cesse de rencontrer ce visage, de rencontrer cette femme, qu'il a rencontrée 2 mois après, et qui est aujourd'hui sa compagne. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire de précognition. Il a vu dans sa NDE ce qui allait se passer, il a vu le visage de cette femme qu'il a rencontrée ensuite et qui vit maintenant avec lui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a aussi des expériences de décorporation qui sont très fortes. Un infirmier qui travaillait avec moi m'a raconté son expérience aussi de NDE, de décorporation. Il a vécu une décorporation après avoir eu un accident de moto. Il était à un carrefour et au moment, donc il était stationné au carrefour, le feu était au rouge, le carrefour était désert et au moment où il attendait donc le passage au vert, une voiture le percute par l'arrière et lui s'envole comme ça et il ne retombe pas. Il ne retombe pas, il reste en l'air. Mais sa moto défile sur la route avec des gerbes d'étincelles et son corps tombe inerte sur le trottoir. Il est là-haut, il voit son corps, il voit la scène. Il voit la Ford Fiesta rouge, il l'a décrit comme parfaitement. Il voit la Ford Fiesta rouge qui s'arrête. Il voit le conducteur qui sort du véhicule. Il devine ses pensées.
Il a très très peur, le conducteur. Lui, il perçoit sa peur. Il pense qu'il l'a tué. Le conducteur secoue son corps. Il pense qu'il l'a tué. Il prend peur, il regarde à droite et à gauche. Il remonte dans son véhicule et il disparaît. Et lui se réveille 2 mois plus tard et il dit voilà ce qui s'est passé. Il y avait ce conducteur, une Ford Fiesta rouge. J'ai relevé les numéros du véhicule et il s'agit de tel véhicule, tel numéro. Il pouvait tout voir, il pouvait deviner les pensées, il pouvait voir les numéros d'immatriculation. Et la personne, donc le chauffard, lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie, n'a pas nié. Il n'a jamais pensé que c'était lui. Impossible pour lui de deviner que cette personne pouvait voir les numéros de son véhicule. Il pensait mort. Et donc, il a convenu que c'était bien lui qui avait renversé le véhicule. Donc, il a été poursuivi, homicide involontaire, délit de fuite, etc. Il a même fait de la prison. Et il me raconte cette histoire-là de décorporation fantastique. Là aussi, on voit bien que ce n'est pas une hallucination, puisqu'il est véritablement sorti de son corps pour décrire ce qui se passait. Alors, toutes ces sorties de corps, c'est ça qui vous donne finalement l'espoir d'une survivance, parce qu'on se dit, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une sortie de corps. C'est ça qui est formidable dans ces décorporations. Et donc, en dehors de ces phénomènes de décorporation, en dehors de ces phénomènes de précognition, de rétrocognition, il y a aussi des phénomènes télépathiques, et c'est là-dessus que je voulais insister un petit peu, parce qu'en ma qualité d'anesthésiste réanimateur, je suis confronté, moi, de façon quasi quotidienne avec des comateux, puisque je m'occupe d'un service de réanimation. Je ne fais pas que de l'anesthésie, je fais aussi de la réanimation. Et j'ai été confronté à 2 phénomènes télépathiques qui sont intéressants quand même, parce que ce sont des phénomènes télépathiques qui démontrent que la pensée peut cheminer dans le sens du blessé ou du malade vers le soignant, c'est-à-dire que le blessé ou le malade grave devine les pensées du soignant. Ça, c'est les phénomènes télépathiques classiques des NDE. Mais il y a aussi l'inverse. Et moi, j'ai eu 2 phénomènes télépathiques qui sont intéressants. Le premier phénomène télépathique, ça se passe donc dans mon service de réanimation. Je reçois une femme, une jeune femme, pour une intoxication médicamenteuse. Donc elle avait pris des médicaments pour mettre fin à ses jours. C'est malheureusement le cas bien souvent dans ces milieux-là. Et c'est très facile de faire des réanimations de ce genre de personnes. On les met sous respirateur, on les met sous assistance respiratoire. Bon, vous savez, quand on est sous assistance respiratoire, on n'a plus le réflexe palpébral, on n'a plus le réflexe de clignement des yeux que l'on fait de façon automatique pour protéger notre cornée. Donc, on a l'habitude de fermer comme ça les yeux avec du sparadrap pour ne pas léser la conjonctive. Et cette patiente était là, donc très facile pour nous de réanimer ce genre de patient. Elle avait pris des doses massives de barbiturique. Il suffit d'attendre que le produit s'élimine. Donc c'était des barbituriques en l'occurrence. Donc ça donne des hypothermies. On réchauffe, on réanime, on met sous respirateur et on fait ce qu'on appelle une diurèse forcée, c'est-à-dire que l'on met une perfusion et dans cette perfusion passe une grosse quantité de liquide qui va laver le rein, laver l'organisme et éliminer au fur et à mesure donc les barbituriques de l'organisme qui est surchargé dans ce toxique-là. Et au bout d'un moment, quand les barbituriques ont fini d'être éliminés, eh bien la personne se réveille, on enlève le respirateur et voilà. Et elle a une consultation avec un neuropsychiatre pour évaluer le risque de récidive et on laisse partir la personne ou on la met en traitement ou on la met en maison de soins, etc. Bon. Donc le cas de figure assez facile. Et là, donc cette patiente était au tout début de sa réanimation, donc elle était dans un coma profond, elle était intubée, ventilée sous assistance respiratoire et c'était la nuit. J'étais de garde en réanimation et l'infirmière m'appelle. Elle me dit « Venez, docteur, j'ai un problème avec cette patiente. Je pense qu'il y a un problème de respirateur. »
Donc j'arrive au chevet de cette patiente et je vois effectivement des pressions très élevées, des pressions du respirateur. Vous savez, le respirateur insuffle de l'air et la patiente reçoit de l'air et l'exsuffle passivement de l'air. Et là, ce phénomène-là ne se faisait plus. C'était comme s'il y avait un obstacle, soit au niveau du respirateur, soit au niveau de la patiente, soit au niveau de la sonde d'intubation. Il faut procéder par ordre. Donc, je regarde d'abord mon respirateur. Bon, le respirateur fonctionnait bien. Puis je regarde la sonde d'intubation. Je dis, il faut aspirer, voir si il n'y a pas un bouchon. C'est la première chose à laquelle on pense quand on est réanimateur. Et l'infirmière me dit, non, non, c'est pas ça, docteur. Je viens de vérifier à l'instant. Les voies aériennes sont libres. Elle doit faire un bronchospasme. J'ausculte les poumons et effectivement ça passait pas. Alors un bronchospasme, c'est lorsque les bronches sont très 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 serrées comme ça, impossible de faire passer de l'air. Il faut faire un médicament qui s'appelle un bronchodilatateur. Donc un bronchodilatateur dilate les bronches et l'air passe de nouveau et on est sauvé quoi, en quelque sorte. Et il ne faut pas perdre de temps quand même. Elle m'avait déjà préparé le produit, elle avait déjà anticipé. Et c'est là que j'ai eu, je crois, un phénomène télépathique. Je ne m'explique pas autrement, j'avais une idée obsédante. Mais véritablement une idée obsédante. Une idée obsédante qui me disait, il faut m'aspirer la sonde d'intubation. Mais comme si on s'adressait à moi. Il faut m'aspirer la sonde d'intubation, j'ai un bouchon dans la sonde. Alors j'ai dit à l'infirmière, écoutez, on va quand même vérifier la sonde, parce que je pense qu'il y a un bouchon. Alors, elle commence à s'énerver. Elle me dit, mais je vous ai dit, docteur, il n'y a pas de bouchon. Le produit est là, faisons-le. Elle fait un bronchospasme, vous le voyez. Et je lui dis non. Je commençais moi aussi un petit peu à m'énerver. On s'énervait tous les deux. J'ai dit non, il me faut absolument aspirer. Bon, alors, j'ai tellement insisté. Elle me donne la sonde d'intubation, la sonde d'aspiration, et j'aspire dans sa sonde et je retire un énorme bouchon. Un énorme bouchon qui s'était formé dans la sonde, qui n'y était pas juste au moment où l'infirmière avait aspiré, et qui s'était formé après, où elle ne l'avait pas vu, j'en sais rien. Enfin, le bouchon était là, j'ai enlevé le bouchon, et de nouveau, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'après, donc les choses se sont bien passées, bien sûr, le produit a été éliminé, comme je vous ai dit, et quand le produit a été éliminé, que la patiente, de nouveau, a pu être extubée et s'est remise à parler, je suis allé la voir et elle m'a dit « Ah, c'est vous, docteur, qui m'avez sauvé la vie. C'est vous. » Pourtant, elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu. Alors j'ai dit « Tiens, quelqu'un a dû lui raconter l'anecdote et on a dû lui dire ce qui s'était passé au moment où il y avait eu ce bouchon. » Et elle me dit « Mais je vous le disais, vous étiez à côté de moi, je vous le disais, enlevez-moi ce bouchon et vous m'avez écouté. » Incompréhensible. Incompréhensible parce qu'elle était dans un état où elle ne pouvait pas me voir puisqu'elle avait du sparadrap sur les yeux, elle ne pouvait pas non plus entendre, enfin bon, peut-être on dit dans les comateux entendent peut-être, entendent sûrement, mais ils sont dans une autre, enfin moi j'ai cette certitude, je pense que les comateux peuvent continuer à communiquer même s'ils n'ont pas leur sens qui est médicalement prouvé, médicalement effectif. Donc je pense que cette patiente m'a vu et m'a entendu, elle a vu tout ce qui s'était passé, elle m'a dit « Heureusement que vous étiez là pour m'aspirer le bouchon ». Ça c'est quand même quelque chose de formidable parce que ça veut dire qu'elle était ailleurs et qu'elle a vu ce qui s'était passé, quoi. Elle avait les yeux fermés, elle ne m'a pas vu, mais elle m'a vu autrement, un petit peu comme dans les décorporations. Alors ça c'était pour la première anecdote de ce coma. La deuxième anecdote que j'ai est un petit peu plus triste, puisque ça s'est mal passé pour le patient, mais elle est tout aussi intéressante, puisque c'est la même chose, finalement. C'est un phénomène télépathique qui s'est passé entre ce comateux et moi. Donc c'était un patient qui était en phase terminale de cancer du poumon, et que j'avais dans mon service de réanimation, qui était là, donc en fin de vie, et nous avions convenu avec la famille de ne pas faire de l'acharnement thérapeutique, bien sûr, c'était inutile, simplement de pouvoir soulager les souffrances des derniers instants avec des morphiniques, avec des produits qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les soins palliatifs, d'avoir une fin de vie humaine, entre guillemets, de ne pas avoir ces phénomènes de souffrance. Et pour avoir le côté relationnel conservé, nous avions aussi convenu avec la famille de ne pas le laisser en réanimation, mais de le mettre dans une chambre plutôt, dans une chambre en médecine, où là, le patient pourrait finir sa vie tranquillement,
dans le confort, mais aussi avec ses proches, avec sa famille, qui pourrait lui tenir la main au dernier moment, etc. Il était très entouré. Il y avait des qualités humaines très fortes dans cette famille, et c'était souhaitable d'avoir effectivement cette fin de vie. Et là, donc, ce patient part donc à l'étage, un service de médecine, un étage plus haut, et son lit de réanimation est occupé par un autre patient qui arrive là en urgence. Et j'avais encore un lit de réanimation de libre. Je fais mon tour le soir et donc je rentre chez moi. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, je vois ce patient sous respirateur dans mon service de réanimation. Alors j'étais pas très content parce que c'était vraiment la chose qu'on ne voulait pas. Et je demande à l'infirmière, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il que le patient est là? Et elle me dit, eh ben, vous savez, ça s'est passé dans la nuit. Dans la nuit, il y a eu un arrêt cardiaque. L'infirmière ne connaissait pas très bien le dossier. Elle a appelé le réanimateur de garde qui est venu, qui lui non plus ne connaissait pas très bien le dossier. C'était un réanimateur remplaçant, un anesthésiste remplaçant qui ne connaissait pas très bien le dossier. Évidemment, on constate un arrêt cardiaque, on ne va pas fouiller dans le dossier, on part au plus pressé. Ce qu'ils avaient fait était logique compte tenu des circonstances. Donc ils avaient fait une réanimation, adrénaline, massage cardiaque, etc. Et le cœur était reparti. Le cœur repartant, il faut bien faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le cœur est reparti, on va le mettre dans le service de réanimation. Donc on le met en réanimation et on le met sous respirateur. Et puis là, on est parti pour des semaines, voire des mois, de ce qu'on appelle ces fameux comas dépassés, lorsque l'état neurologique est dépassé et que le cœur continue à battre. Difficile, compte tenu de la législation actuelle, en plus, les phénomènes que l'on connaît médiatiques qui se greffent autour de l'euthanasie, de débrancher un patient, ou là en l'occurrence la loi n'était pas passée, on ne pouvait même pas faire de l'euthanasie passive. Donc c'était une situation dramatique, c'était la solution qui avait été prise en urgence, c'était la solution qui était logique, mais on se retrouvait dans une situation qui était difficile, humainement. Et donc je vais voir ce patient pour voir dans quel état il était, dans quel état neurologique il était. Il était dans l'état neurologique le pire. Il était en mydriase bilatérale, ce qui veut dire donc que la pupille est dilatée, à réactif, vous éclairez la pupille et elle ne se resserre plus, ça veut dire que le cerveau est définitivement lésé. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu encore cette expérience télépathique, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais j'ai pas entendu des voix, mais j'avais une idée obsédante. Une idée obsédante qui me disait « regarde dans mon portefeuille ». Comme si le patient s'adressait à moi et qu'il me disait « regarde dans mon portefeuille ». Alors ça, j'étais très gêné, mais j'étais bloqué, je ne pouvais pas faire autre chose que demander son portefeuille. Alors je sors du box de ce patient, je vais voir la surveillante, puis j'avais quand même du mal à lui demander le portefeuille de ce patient. Je dis, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je demande le portefeuille? Donc je dis, est-ce qu'on a les affaires de ce patient? Alors elle me dit, oui, oui, docteur, vous avez tout là. Elle pensait que je voulais avoir le numéro de la famille pour joindre la famille, le médecin traitant, comme il se fait dans ces cas-là lorsqu'on a un coma dépassé, pour prendre la décision ensemble de la suite thérapeutique à donner. Et elle me dit, voyez, vous avez tout là, vous avez le numéro. Et c'était pas ça que je voulais son portefeuille, mais il me fallait vraiment son portefeuille. Et je dis, non, écoutez, il me faudrait toutes ces affaires, y compris son portefeuille. Elle me regarde avec des grands yeux ronds comme ça, elle dit, qu'est-ce qu'il veut, son portefeuille celui-là? Bon, j'ai tellement insisté qu'ils sont partis donc à l'étage, puisque les affaires de ce monsieur étaient restées à l'étage. Et on me rapporte son portefeuille. Et dans son portefeuille, il y avait une lettre qu'il avait écrite de sa main. Il avait imaginé la situation. Il avait dit, si un jour je suis sous respirateur, il faut absolument me débrancher. Et cette lettre, bien sûr, elle nous a été capitale pour la prise de décision. Vous savez, la prise de décision d'arrêt de soins, elle se prend
jamais de façon isolée, c'est jamais un médecin comme ça qui va décider on arrête tout, c'est une décision consensuelle avec l'équipe de soins, avec les soignants, avec la famille aussi. Donc on réunit tout le monde et on décide de ce que l'on fait. Ce n'est pas à un individu de décider ce qui va advenir d'un patient, c'est à la collectivité, c'est au personnel soignant et l'entourage, et aux médecins aussi. Et c'est sûr que cette lettre a beaucoup compté. Quand on a lu avec émotion cette lettre, qu'on a dit, il a écrit ça de son vivant, voilà, maintenant il souhaite partir, il nous le dit. Et il me l'a dit à moi, il me l'a dit en me transmettant cette idée-là. Sur le moment, je n'ai pas osé en parler à la famille, je n'ai pas dit. Vous savez que c'est assez particulier, on passe un petit peu pour un farfelu, je ne vais pas dire à mes collègues anesthésistes ou aux infirmières, j'ai eu une expérience télépathique avec ce comateux. Sur le moment, je ne l'ai pas dit, mais j'en parle maintenant, avec le recul, j'en parle. Et c'est vrai que je suis en train de me dévoiler de façon beaucoup plus, je dirais, oui, honnête, parce que j'ai écrit des romans. Bon, on va dire, ce sont des romans. Oui, il a romancé la chose, il a écrit le fruit de son imagination un petit peu. Et là, en ce moment-là, je termine donc l'ouvrage qui va paraître en février, qui s'appelle L'après-vie existe, où là c'est un récit, où donc je me livre complètement parce que je sens que c'est le moment, si vous voulez. Je sens que à partir de maintenant, les médecins vont pouvoir parler avec honnêteté aussi. Dire ce que l'on ressent le plus honnêtement possible, en ayant donc cette comment on pourrait dire, ce manque, oui, on ne va pas avoir la pudeur de se retenir parce qu'on a reçu un message de quelqu'un dans le coma ou parce qu'on a connu des expérienceurs et qu'on est médecin. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on doit nier le phénomène. Et ça saurait faire preuve de manque d'humilité de dire on explique tout et à partir du moment où on n'explique pas un phénomène, où il est inexplicable, il n'existe pas, on le rejette. La fameuse dissonance cognitive, et on en est particulièrement les victimes, nous les scientifiques et les médecins. Mais ça, il faut le rayer, il faut dire de façon la plus, je crois, la plus humaine possible ce que l'on ressent en tant qu'être humain. Même quand on est médecin, on doit dire voilà, on ressent ça, moi j'ai ressenti ça, et il faut le faire partager parce que c'est un espoir formidable, un espoir de survivance, quoi. Cet espoir de survivance qu'on a tous, mais je crois que quand on a tous ces témoignages qui nous arrivent comme ça, toutes ces expériences que l'on vit, eh bien, on ne peut que croire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. J'ai eu aussi une autre belle histoire, une autre anecdote qui m'est arrivée avec une maman qui avait un enfant dans le coma. Je vous resitue un petit peu l'histoire. C'était un accident de voiture assez violent. Le papa a décédé, la maman pratiquement rien, le bras en écharpe, enfin rien, une fracture du coude. Et le fils avec une contusion cérébrale grave, mais très très grave. Une contusion cérébrale qui fait que, bon, en pratique, on ne s'en sort pas de ces contusions cérébrales. Lorsqu'on a un hématome extradural, un hématome sous-dural, comme ça, on peut évacuer le sang chirurgicalement, mais lorsqu'on a une contusion, c'est l'ensemble de la masse cérébrale qui est contuse, il y a des ecchymoses partout, il y a un œdème cérébral, et le cerveau, malheureusement, risque de mourir asphyxié par son propre œdème. Et ça, on a du mal à le traiter en neurochirurgie. Donc j'étais à ce moment-là dans un service de neurochirurgie à Toulouse, et on reçoit ce pauvre gosse-là avec sa maman qui était désolée, déjà un traumatisme, le deuil du papa dans l'accident, et on avait peu d'espoir, mais bon, on met cet enfant sous assistance respiratoire, on lui fait des produits anti-œdémateux cérébraux, on le sédate, et puis vous savez, la réanimation, c'est bête, c'est assez bête. On sédate, c'est-à-dire on met
sous coma artificiel et on attend que les choses cicatrisent, on attend que la douleur disparaisse et on attend que les choses aillent un petit peu mieux. C'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on sait faire. Sur le cerveau, il n'y a pas grand-chose à faire à part évacuer un hématome chirurgicalement, à part mettre des capteurs pour mesurer l'œdème cérébral, on ne sait pas faire grand-chose. Et là, on était très pessimiste sur ce cas. On recevait la maman, et puis aussi de prolonger comme ça une réanimation, ça permet aussi de discuter avec la famille, de commencer à faire le travail de deuil aussi avec la maman, parce que quoi de plus terrible pour des parents, pour une maman, de perdre son fils comme ça. C'est une chose qui n'est pas dans la logique des événements humains, hein, quand on perd des enfants. C'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Et là, cette maman nous encourageait à nous, elle nous remontait le moral. Chaque fois qu'elle arrivait, elle avait le sourire et elle parlait à son fils. Alors, parler à des comateux, quand ils sont en des stades de coma très profonds, médicalement, ce n'est pas logique. Quand on est médecin et qu'on est comme ça avec des œillères et qu'on a étudié les cours et on dit non, c'est pas la peine, c'est idiot, ça sert à rien. Mais non. Et ça, il faut bien le dire. Et ça, c'est un message important à faire passer, je crois, aux gens qui nous regarderont, qui regarderont cette cassette. C'est de dire, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, des gens dans le coma, allez les voir, parlez-leur. Ils vous entendent, ils vous voient. Ils perçoivent l'amour, ils ont ça en eux. Ils ont cette possibilité de pouvoir communiquer en unilatéral, et quelquefois ça sera en bilatéral. Vous verrez, vous aussi, vous pourrez recevoir des messages d'amour. Ça, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez des gens dans le coma, allez les voir, communiquez-leur leur amour. Les médecins qui vous disent « ça ne sert à rien », eh bien, ce sont des médecins qui ne connaissent pas véritablement les choses, et ce sont des médecins qui sont trop médecins, si je puis dire, des médecins qui sont trop scientifiques, mais ça, c'est capital, allez les voir, et sachez aussi qu'ils ne souffrent pas. Parce que quand on est dans ces moments de coma, c'est comme dans les NDE, tous ceux qui sont revenus de ces moments de coma, on dit c'était formidable. On était dans une autre dimension, on était ailleurs, on était très 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 bien, on avait même des difficultés à revenir. Donc cette maman communiquait avec son fils. Elle lui parlait, mais alors elle lui parlait comme s'il était, comme on fait tous les deux là, comme si il était vivant et comme s'il pouvait communiquer avec elle. C'était très surprenant. Et pareil, il était dans le coma, donc il était dans un stade où ses yeux étaient fermés. Il ne pouvait bien sûr pas parler puisqu'il avait une sonde d'intubation. On imagine aussi qu'il ne pouvait pas entendre avec ses propres oreilles, hein, avec ses propres facultés cognitives et ses propres sens, mais il n'empêche que voilà ce qui s'est passé. Cette maman arrivait, et chaque fois qu'elle arrivait, la température de l'enfant diminuait, parce qu'il y a un signe de souffrance cérébrale, c'est l'hyperthermie. Et il était aux alentours de 39, on avait du mal à faire passer sa température, parce que ça fait partie des signes de souffrance cérébrale, ça fait partie des signes de gravité de l'œdème cérébral. Et chaque fois que sa maman venait, on avait constaté le phénomène, sa température diminuait, elle devenait presque normale, elle descendait aux alentours de 38. Alors ça, c'était pour nous déjà très surprenant. Et puis cette maman continuait à nous encourager. Elle nous disait, mais ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Elle nous encourageait à nous. Alors ça, c'était quand même fabuleux. Et nous, au contraire, on était en train de lui préparer le deuil, quoi. On lui disait, vous savez, c'est très grave, c'est très difficile de savoir s'il va s'en sortir. Et puis, à notre avis, quoi, les chances de s'en sortir sont très minces. On commençait à la préparer doucement. Et elle avait toujours le sourire, elle venait, elle lui parlait. Elle lui montrait même des photos. Elle y avait montré la photo de la voiture qu'elle venait de racheter, qui est une voiture jaune. Vous verrez pourquoi c'est important. Et les choses se passent comme ça. Et puis les semaines se passent et la santé de l'enfant s'améliore. Alors ça, c'était déjà surprenant pour nous. On refait des scanners, l'œdème disparaît. Presque plus d'œdème. Et l'enfant commence à donner des signes de réveil. À tel point qu'on envisage même d'enlever la sonde d'intubation et de le remettre donc sous autonomie, sous sa propre autonomie respiratoire.
Et là, il nous a fait un magnifique cadeau. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé et il s'est réveillé sans séquelles. Et il a pu parler. Et une fois qu'il a parlé, il a dit, mais moi je me souviens très bien de tout ce que m'a dit ma maman, et elle a bien fait de prendre la voiture jaune parce que c'est une couleur que j'aimais, c'est le jaune qu'il aimait. Et donc voilà, la preuve, encore une preuve, la preuve qu'il a pu donc réellement voir, entendre, percevoir l'amour de sa mère qui était à côté. Alors ces comateux, c'est très curieux parce que on a l'impression, ils sont tellement bien dans cet état de coma, et c'est ça qui est très important à dire pour les gens qui vont écouter ce film, ils sont tellement bien dans ces périodes de coma qu'ils ont du mal à revenir. Et quelquefois, on a l'impression qu'il faut vraiment une motivation très très forte pour revenir. J'ai l'expérience de 2 patients. Un patient qui était SDF, qu'on avait récupéré en période de froid. Il était en hypothermie, en coma hypothermique. Vous savez que le froid continue à tuer encore des gens, même maintenant, en 2006. Et ce patient-là, on l'avait récupéré et on était assez confiants, parce qu'une fois qu'on les a récupérés, c'est vrai que c'est assez facile quoi, de les ramener à la vie. Il suffit de les mettre sous assistance respiratoire. Vous voyez, la réanimation, c'est toujours pareil, c'est assez facile finalement. On supplée aux fonctions défaillantes jusqu'à ce que les fonctions naturelles reviennent. Donc ce patient, on l'avait mis en réanimation, on l'avait intubé, ventilé et réchauffé progressivement avec des couvertures chauffantes. Il ne faut pas non plus les réchauffer trop vite parce que ça fait des phénomènes de différence vasoplégique. Enfin, de la vasoplégie, on arrive à la vasoconstriction, donc c'est assez difficile. Il faut les réchauffer progressivement. Donc on était tranquille, hein, on allait le récupérer facilement, ce patient. Eh bien non, ce patient nous a échappé, il est mort. On ne sait pas pourquoi. Probablement sa motivation de revenir n'était pas suffisante. Enfin, moi je l'imagine comme ça parce que je n'ai pas d'explication. Ce patient, c'était pas logique qu'il parte. Et pourtant il est parti. Il devait probablement se sentir bien. Attention, je ne veux pas dire non plus que tous les patients qui ne s'en sortent pas en réanimation voulaient partir. Hein. Je ne veux pas dire ça du tout. Il y a des patients pour lesquels c'est trop difficile et trop compliqué du point de vue médical pour que, quelle que soit leur volonté, ils puissent s'en sortir. Donc la motivation compte, mais ce n'est pas l'essentiel. Et à l'inverse, nous avions reçu aussi une femme, donc pour une jeune dame pour une éclampsie. Une éclampsie, c'est une encéphalopathie, donc elle avait, elle en l'occurrence, parce que l'éclampsie a plusieurs visages au niveau médical. Là, c'était une souffrance cérébrale. Elle avait une souffrance cérébrale et cette souffrance cérébrale lui avait occasionné un œdème qui était très important et on l'avait mis sous assistance respiratoire. Et là, on était vraiment très très mal, on était très pessimiste en ce qui concerne son évolution et on avait dit à l'entourage que ça se passerait mal. Vous voyez, on se trompe souvent les médecins, hein. En l'occurrence son mari, on l'avait préparé quoi, au deuil. Et là, contre toute attente, cette patiente s'est sortie de son coma, ça s'est très très bien passé pour elle, elle est sortie sans séquelles. Et quand elle est revenue, elle a dit « je suis revenue pour mon petit bout ». J'avais mon petit bout à élever. Ça, elle avait une motivation très forte, quoi. Elle avait ça, il fallait qu'elle revienne. Mais encore une fois, bon, la motivation ne suffit pas, c'est pas toujours ça qui compte, hein, malheureusement. Dans tous ces comas, ça compte, mais ce n'est pas l'essentiel. Et Dominique Bromberger aussi a vécu un coma et il a raconté donc ce qui se passait dans ce coma. Philippe Labro a aussi écrit un livre là-dessus, La Traversée. Dominique Bromberger, lui aussi, donc un aller-retour. Il a vécu son coma, il a eu un accident de scooter. Son accident de scooter, il a vécu une véritable NDE. Alors c'est très curieux, parce que lui ne veut pas parler de NDE. Il dit non, j'ai pas vécu une NDE, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu tout ça. On faisait une conférence ensemble, je lui dis oui, vous dites vous n'avez pas vu de tunnel, mais quand même,
vous étiez dans une salle de cinéma obscure qui s'enfonçait comme ça, tout droit vers le bas, et au fond, il y avait un écran luminescent. Ça ressemble beaucoup à un tunnel, ça, quand même. Alors, il n'en veut pas le dire. Il faut dire aussi qu'il s'est un petit peu fait descendre dans une émission de Fogiel où il a raconté très honnêtement, comme dans son livre d'ailleurs, son livre que je recommande parce que c'est vraiment un témoignage très important. Et on voit bien que c'est pas, bon, c'est pas Paco Rabanne, hein, Dominique Bromberger, c'est quelqu'un de très carré, quoi. Hein. C'est très bien que ça lui soit arrivé à lui parce que son témoignage n'en aura plus de valeur. Et lui, il raconte très très bien ça. Il était donc, bon, peu importe, il dit un écran luminescent, bon, il était dans un tunnel. Il a perçu cette lumière d'amour, il a été guidé aussi par des anges, il était sur on en parlait il y a un instant, en off, le chemin de Compostelle. Il a revu tout un tas d'éléments forts de sa vie, il a été jugé sur les événements forts de sa vie, et il raconte ça très honnêtement. Encore une fois, dans son livre, dans l'émission de Fogiel, il le raconte, mais il s'est fait moquer de lui, le pauvre. Parce que c'est vrai que c'était facile, quoi. Hein. On voit un journaliste très cartésien comme ça, qui arrive, et qu'il est arrivé cette expérience, il arrive sur un plateau télé et puis il explique ça. On lui a dit, mais ça va, monsieur Bromberger, vous avez eu un choc, non? Enfin, on s'est moqué de lui, quoi. Et ça, c'est pas bien quand même. C'est pas bien parce que je crois qu'à partir du moment où les gens resteront le plus honnêtes possible avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et qui n'auront plus ces peurs. Finalement, c'est ces peurs-là qui nous paralysent à tous, ces peurs de parler, ces peurs de témoigner. Eh bien, quand on aura ça, cette peur qui nous paralysera, on n'avancera pas. Et je crois que, quelles que soient nos approches, que ce soit des approches culturelles, religieuses, que ce soit des approches culturelles, scientifiques, médicales, pour moi, que ce soit des approches même ésotériques, on voit bien que on se réunit tous devant cette pensée formidable qui est l'espoir de la survivance, et ça c'est fabuleux, et ça, tant que l'on pourra parler et dire oui, il y a une vie après la mort, et on se rejoint tous après s'être combattus et s'être même détruits pendant des millénaires autour de ce même combat, finalement, ça c'est formidable, et ça j'espère que tous ceux qui entendront cette cassette pourront partager ce fabuleux espoir. Voilà, je crois que nous avons passé un excellent moment ensemble. Il y a même eu un petit oiseau là, peut-être c'est un signe, un cadeau encore, parce que vous savez que les oiseaux sont des signes célestes comme ça, qui arrivent quand quelque chose se passe. Et moi j'ai remarqué ça, chaque fois qu'il y avait quelque chose de fort dans ma vie, il y avait un petit oiseau. Et on a entendu un petit oiseau, et on l'entend encore, vous voyez? Il est sur le toit. C'est un beau cadeau ça.